Smart et réglo, le droit, rien que le droit, et on en parle avec Étienne Pujol, avocat en droit social, droit du travail. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Cabinet Berilo. On parle du management du salarié en télétravail. Mais alors, là, on en parle sous l'angle du management de ce télétravail. Pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que là, dans le Code du travail, il n'y a rien. Non, il n'y a rien dans le Code du travail, hormis quelque chose d'assez générique sur la manière des relations sociales. En revanche, l'actualité, si je puis dire, c'est le dernier rapport de la CNIL qui a été rendu public il y a quelques jours et qui met l'emphase sur le fait qu'il y a eu beaucoup de signalements qui ont été faits par les salariés se plaignant d'outils de surveillance imposés par les employeurs sur eux pendant qu'ils étaient en télétravail. Ça, c'est intéressant, puisqu'on avait fait une émission il y a quelques temps dans notre cercle RH, où tout ça était un peu flou, un peu évanescent. Là, les choses deviennent concrètes. Oui. Les salariés tirent la sonnette d'alarme de la Commission nationale de l'information et des libertés pour dire, moi, j'ai un logiciel espion. Mais comment ils le savent, les salariés? Justement, c'est un peu le problème. Soit ils ne le savent pas, et auquel cas l'employeur est en faute, puisque l'employeur doit prévenir ses salariés des outils de surveillance qu'il met en place, soit ils le savent et ils trouvent que c'est trop contraignant, qu'il y a trop d'intrusion dans leur vie privée. Il faut quand même se souvenir que le principe de base du télétravail, c'est une délocalisation quelque part du lieu de travail au domicile du salarié. Et du coup, forcément, cela a un impact sur la vie personnelle, voire la vie privée du salarié. Et c'est là que les garde-fous, je dirais, doivent être mis en place, à la fois par le Code du travail, mais aussi par la CNIL, parce que les seuls modes de surveillance qu'a l'employeur qui n'a plus son salarié sous la main, c'est les outils de surveillance à distance. Et c'est là qu'il y a cette intrusion du professionnel dans la vie personnelle du salarié. Donc, même si vous êtes nu au sens du code, du texte, c'est du droit. C'est du droit. C'est du droit. C'est du droit. C'est d'abord du management parce que ça marque quand même une certaine défiance, malheureusement, de la part du manager en l'endroit de son salarié. Il n'a pas confiance. La culture française qui est quand même assez présente, c'est quand il est loin des yeux, et il n'est pas forcément loin du cœur, mais en tout cas, il ne travaille pas forcément. Et quelque part, télétravail, c'est aussi je suis devant la télé plutôt que travailler. Là, il y a cette marque de défiance qui existe beaucoup moins dans les pays anglo-saxons. Donc c'est d'abord du management et il faut accompagner les managers, on le répète assez souvent à nos clients, dans cette nouvelle forme de management à distance. On n'écrit pas les mails de la même manière, on ne surveille pas les collaborateurs de la même manière. Et puis c'est aussi effectivement du droit, c'est-à-dire que tout n'est pas permis en matière de surveillance. Il y a deux principes de base qui ont été là c'est la CNIL. Voilà, exactement, qui ont été mis en avant par la CNIL au soutien de ces éléments-là. C'est d'une part un principe de proportionnalité et d'autre part un principe de bonne foi. Concrètement, là pour l'instant, c'est le texte de référence pour vous, avocat. Si vous aviez un conflit d'une entreprise, d'un de vos clients, vous vous appuieriez sur le texte de la CNIL. Et sur quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le logiciel espion, le salarié peut avoir le sentiment, pour le dire cash, qu'il est espionné, alors que en fait c'est un logiciel classique d'échange. C'est compliqué. Il y a deux textes. Il y a le principe d'exécution de bonne foi des relations contractuelles, mais ça qui est plutôt le ressort du Code civil. Et puis il y a le principe aussi de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, puisque ultimement, le salarié qui se sent espionné, surveillé en permanence, il va avoir ses conditions de travail dégradées, il va se sentir harcelé, et on retombe sur la question du harcèlement moral dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Quand même, Étienne, on peut donner quelques exemples concrets, parce que ceux qui nous regardent comprennent bien de quoi on parle, parce que c'est des questions de rapport à l'écran, d'envoi de messages envoyés. Tout ça est très codifié quand même. Oui, c'est des pratiques qui ont été justement relevées par la CNIL suite à ces alertes, et alors que nous on voyait aussi, parce que souvent nos clients nous demandent est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ça. Exactement. Et on leur dit, il y a deux principes, le principe de bonne foi et le principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité, c'est qu'on ne doit pas imposer des suggestions aux collaborateurs qui sont disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. Donc, typiquement, la CNIL l'a dit depuis assez longtemps, les keyloggers, par exemple, c'est-à-dire ces logiciels espions qui permettent de savoir combien de temps on frappe et ce qu'on frappe sur le clavier, ceux-là sont interdits. Déjà, principe de base, sauf exception liée, par exemple, à la sécurité informatique, etc. Donc il y a ça. Imposer aussi de la visio en permanence, c'est-à-dire imposer au collaborateur d'être constamment avec son écran allumé pour que l'employeur vérifie qu'il est bien, qu'il reste bien derrière son écran, ce qu'on voit parfois dans certaines épreuves des étudiants qui doivent rester derrière l'écran pour vérifier qu'ils ne vont pas chercher dans les livres les solutions aux examens qui leur sont suggérés. Là, dans ce cas-là, c'est normal, j'allais dire. Là, c'est normal. En revanche, faire ça 8 heures par jour avec 1 heure de pause à midi pour le collaborateur, ça c'est interdit. On ne peut pas imposer au collaborateur d'être en permanence
derrière son écran, il a le droit de faire des pauses techniques sans que son Un employeur... point de droit, le salarié pendant sa pause, parce que la webcam filme finalement l'appartement dans lequel il vit, il a envie d'avoir son intimité, baisse l'écran pour s'isoler. Est-ce qu'il peut y avoir un recours de l'employeur qui considère que le salarié a déserté son poste? Est-ce qu'on peut arriver à ce type de cas-là? On pourrait arriver à ce type, en tout cas, de revendication-là de la part de l'employeur. Et évidemment, nous, notre rôle en tant que conseil, c'est de dire, mais vous n'aviez déjà pas à leur imposer cela. Et autre point que souligne la CNIL, c'est de dire, à partir du moment où vous demandez à ce que le collaborateur soit en visio, par exemple pour les entretiens professionnels, c'est admis que là, on puisse voir la personne plutôt qu'elle soit en écran noir, eh bien, on doit laisser la possibilité au collaborateur de mettre un écran flouté derrière pour ne pas que l'employeur voit comment l'appartement est agencé. Mais écran flouté, mais avec présence physique du collaborateur face cam, on est d'accord? Qu'on voit le collaborateur, mais qu'on ne voit pas son intimité, c'est-à-dire sa vie personnelle derrière, les enfants qui passent, comment est décoré son appartement, etc. etc. Juste, j'y reviens parce que c'est des sujets finalement au fil de l'eau qui vont arriver progressivement. Rapport de la CNIL, ça veut dire qu'il y a déjà des salariés qui ont fait des recours et qui sont sûrement retournés vers un avocat. Oui. Votre difficulté, quand vous recevez un client, lorsque vous défendez un client salarié, c'est de lui dire, mais c'est ce que dit un avocat à chaque fois, c'est quoi vos preuves? C'est quoi vos preuves? Alors ça, c'est assez facile pour les captures d'écran. Il suffit de faire appuyer sur 3 touches en même temps et on a la capture d'écran, voire certaines applications permettent une touche unique. Et puis sinon, c'est faire constater l'existence de cette application et constater surtout l'absence d'information, puisqu'on en revient aussi à l'autre pan de la surveillance, c'est le principe de bonne foi dans l'exécution contractuelle. Ça, c'est important. C'est très important parce que... C'est ce que dira l'employeur, je suis de bonne foi. Je suis de bonne foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. La première, c'est j'ai informé mes instances représentatives du personnel de ce que je mettais ces outils en place, puisqu'il y a une information collective des représentants. Je les informe, il n'y a pas de vote, on les informe. C'est une information. D'accord. Il peut y avoir consultation, mais non, ce n'est qu'une information. C'est-à-dire qu'il doit être informé de cette existence. Et puis, il faut surtout informer le collaborateur. Informer le collaborateur individuellement, c'est-à-dire dire, voilà ce que je mets en place pour les outils de télétravail, pour les outils de travail à distance. Et je les informe aussi, alors là, c'est plus d'un point de vue RGPD, c'est-à-dire traitement des données. C'est ça. Je les informe aussi de la finalité de cet outil de surveillance, de comment je collecte ces informations, comment je collecte ces données, quelle est leur finalité, que le collaborateur a un droit d'opposition, de rectification, qu'il peut saisir la CNIL s'il n'est pas d'accord avec ces outils-là, etc. etc. Mais ça veut dire que le recours des salariés en direction de la CNIL permet à la CNIL d'avoir non pas un pouvoir de police, mais quoi, un pouvoir d'enquête. Ils ont un pouvoir de police aussi. On est d'accord, pour enquêter sur place. Exactement. Ils peuvent venir après constater les infractions et, le cas échéant, sanctionner les entreprises. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et nous qui conseillons les entreprises, évidemment, on fait en sorte que tous ces éléments-là soient bien mis en place pour qu'ils puissent être opposables aux collaborateurs. Et ainsi, par exemple, lorsque on met en place ces outils-là, plutôt que d'avoir une vague police ou note d'information qui n'a pas de pouvoir contraignant derrière, eh bien on fait une vraie charte qu'on annexe au règlement intérieur de manière à ce qu'on puisse sanctionner la violation de ces éléments-là. Là, on est dans un droit qui va évoluer forcément. Est-ce que vous pensez qu'il faut améliorer, ça c'est intéressant d'avoir le praticien, d'améliorer le corps, le texte dans le code du travail, parce qu'en fait il y a un flou, tout ça est très subjectif, à part le keyloggers, on voit bien évidemment là que c'est un excès absolu, ou la caméra ouverte tout le temps. Bon là on est dans les excès. Il y a bien des choses intermédiaires. Ça arrive notamment dans les petites entreprises qui n'ont pas forcément des directeurs juridiques ou des RH qui ont une culture juridique et qui se disent oui effectivement c'est normal, je le surveille comme s'il était sous les yeux. Le manager un peu pervers quoi. Oui, un peu pervers, et puis encore une fois qui relève une absence de confiance quelque part dans son collaborant en disant il va m'entourlouper, il va prendre des pauses excessives, aller chercher ses enfants alors que c'est pas autorisé, donc, etc. Le droit doit s'enrichir. Le droit doit s'enrichir. Il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui tient à l'hygiène et à la sécurité. Puis encore une fois, on délocalise le lieu de travail au domicile du salarié et forcément le domicile du salarié n'a pas les mêmes normes, les mêmes exigences en matière de santé et de sécurité, de circulation d'air, de panneaux d'affichage que l'entreprise. C'est normal. Et pourtant, le Code du travail ne prévoit pas cette exception-là, donc il y a une première grosse réforme à mettre en place qui doivent prévoir ces exceptions. Et puis la deuxième, c'est ces outils de surveillance qui ne sont pas encore codifiés dans le Code du travail. Ceci étant, quand on a été dans les entreprises depuis longtemps, quelles qu'elles soient, on avait toujours la peur quand on envoyait des mails en disant mais les datas sont stockées quand même sur les mails professionnels. Tout à fait. Et là aussi, c'était déjà avant même qu'on soit en télétravail.
y avait toujours cette angoisse de se Il y dire, avait mais cette angoisse, on nous la jurisprudence a été surveille. obligé de clarifier les règles. Ah, il y avait un sujet là quand même. Oui, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, typiquement. Ils stockent les datas et nos Ils mails. stockent les données. Est-ce qu'ils y ont accès ou pas accès, notamment pour sanctionner le collaborateur? Exactement. Et ça, la jurisprudence a bien dit que les emails dont l'objet était intitulé confidentiel, Vous l'avez- personnel ou Mais il faut bien le privé, spécifier. il hein. faut bien le spécifier. Idem pour les fichiers. Il faut bien préciser que c'est un fichier famille ou un fichier personnel pour que l'employeur, alors certes, on ne va pas se voiler la face, l'employeur il y a accès, mais il ne pourra pas l'utiliser contre le collaborateur. Donc c'est vraiment des points Enfin, importants. de vous à moi, Étienne, pour conclure, le plus simple, c'est aussi peut-être d'utiliser quand on fait des choses perso, ses mails perso, et pour le pro, Ça, de le, évidemment, de même de le pour le réserver que smartphone, pour le pro. le téléphone portable, il vaut mieux avoir une puce pour le numéro personnel et une puce pour le numéro professionnel. Maintenant, la plupart des téléphones portables prévoient le double puce, sinon d'avoir deux C'est pratique. outils. C'est pratique. Mais ça permet de bien différencier la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est peut-être moins pratique, mais en revanche, c'est beaucoup plus sécurisant pour la vie C'est vrai. privée de nos Vous collaborateurs. voyez, retirez votre puce pour passer le... Et puis après la remettre, vous passez votre journée à démonter votre téléphone. Merci Étienne Pujol, cabinet Berilo, spécialiste en droit du travail et en droit social. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle RH avec un grand entretien aujourd'hui avec la porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France. Il y a 2 bureaux, un à Paris, un à Marseille. C'est la voix de la Commission européenne et il s'est passé plein de choses ces derniers jours. Le SMIC européen, est-ce que c'est vraiment un SMIC d'ailleurs dont on parle? On fera le point avec elle. Et puis la place des femmes dans les boards, c'est-à-dire dans les conseils d'administration. Ça, c'est très intéressant parce que la France est plutôt en avance sur ce sujet. Et puis on va parler évidemment de la situation des réfugiés ukrainiens accueillis dans les pays de l'Union. Alors est-ce que la France est un bon élève? Comment ça se passe en matière d'accès à l'emploi évidemment? Voilà tous les thèmes. On en parle avec elle juste après la pause.